Stéphane pour nous dire quid de ce terme liberté, couple, liberté, liberté, responsabilité, qui sont les mamelles de la citoyenneté. Je rappelle juste qu'en Tunisie, depuis le 14 janvier, on a manqué de beaucoup de sens de la citoyenneté, sens du civisme, sens de la civilité. Est-ce que cela se traduit dans la pub? Est-ce que cela se traduit dans la vie de tous les jours? Dis-nous tout, Stéphane, vu de ton côté, français. Moi je ne dis pas franchouillard, mais français. Français, oui, mais pas seulement justement, puisque le principe de l'autodiscipline publicitaire est un principe qui est, finalement se répand dans tous les pays et toutes les cultures, selon différents stades évidemment d'implémentation du marché. Mais il faut rappeler, et ça a été dit ici dès le départ, l'autodiscipline ne fonctionne pas s'il n'y a pas de loi. Je crois qu'il est vraiment important de rappeler qu'il y a des critères généraux qu'il faut avoir. Ça a été dit un peu dans l'un des panels tout à l'heure sur la publicité mensongère, par exemple. C'est un des socles, évidemment, d'importance. On ne peut pas mentir à ses clients ou futurs clients. Donc, évidemment, ça peut faire partie des bonnes pratiques qui ont été édictées dans un ancien temps, dès 1937, dans un code que j'ai là, qui est un code qui s'appelle le Code de la Chambre de commerce internationale, qui est un code qui s'applique dans plus de 120 pays. Qui est donc porté par la Chambre de commerce internationale, ICC en beau français. Donc évidemment, ces principes fondamentaux doivent être dans un cadre, et comme je l'ai dit tout à l'heure au micro de l'Express FM, on doit s'imaginer, nous, comme étant en fait comme une raquette de tennis. La loi, c'est le cadre, et l'autodiscipline publicitaire, et je vais dire ce que c'est exactement, l'autodiscipline publicitaire, c'est le tamis. C'est-à-dire que c'est justement beaucoup plus souple que le cadre, puisque ça s'adapte et parce que c'est fait par les professionnels et c'est écrit par les professionnels. Donc l'autodiscipline, c'est l'établissement, à partir de ce cadre qui va fixer des grandes valeurs de la société, par exemple, et c'est pour ça que chaque pays a forcément des règles plus particulières. Ce cadre général va laisser aux professionnels, qui sont finalement les praticiens, le soin d'adapter et de rendre plus ou moins souples les bonnes pratiques de ce cadre général. Et donc c'est pour cela qu'il y a un code qui est déjà un socle, qui existe. Il n'y a même pas besoin finalement de recréer le monde. Déjà ce code liste un très grand nombre de bonnes pratiques qui sont qu'évidemment on dit que c'est de la pub, on dit qui est l'annonceur dans la pub, on dit qu'évidemment il faut une certaine décence, on dit surtout qu'il faut protéger par exemple les enfants dans la publicité. Ça aborde évidemment les médias digitaux, ça aborde des questions environnementales aussi, ça aborde aussi des questions relatives à la publicité alimentaire. Enfin, tous ces grands thèmes sont déjà finalement travaillés par les professionnels eux-mêmes, puisque ce sont que des entreprises qui sont membres de la Chambre de commerce internationale, et ensuite, éventuellement, quand c'est nécessaire, chaque pays, au sein de sa structure, donc ce qu'on appelle en anglais les SRO, les Self-Regulatory Organizations, donc les organismes d'autodiscipline publicitaire, peuvent aller plus loin et compléter en rédigeant des codes ou des règles. Pour parler directement, précisément, Stéphane, comment une agence vit ou un annonceur vit une sanction de votre part, malgré le fait que, je pose la question parce qu'ils appartiennent à votre corporation, comment elle vit la sanction et l'arrêt par exemple d'une campagne? Justement, l'objectif c'est qu'on n'arrive pas à ça, c'est que ce sont bien les professionnels qui rédigent les règles, ce sont les professionnels qui financent. Donc en France ça s'appelle l'ARP, au Royaume-Uni ça s'appelle l'ASA, au Canada ça s'appelait les normes canadiennes de la publicité. Enfin, chaque pays établit et finance, donc quand on dit c'est bien la profession qui finance notre organisme, ce qui est le cas. Nous avons à peu près 650 adhérents qui sont des annonceurs, des agences et tous les médias, quel que soit le type de médias, adhèrent à l'ARP déjà pour rédiger les règles,
mais surtout pour au quotidien utiliser nos services. Nous sommes 24 salariés, une majorité de juristes conseils. Chaque jour, nous recevons 140 à 150 dossiers de publicité avant diffusion et nous conseillons, au regard des règles que les professionnels se sont fixées, nous conseillons les agences, essentiellement évidemment, à les pousser dans la créativité tout en restant dans les limites du code, des codes qu'ils ont édictés. Donc, l'objectif, c'est évidemment le préventif, mais un système d'autodiscipline ne peut fonctionner que s'il y a aussi, évidemment, contrôle et sanctions éventuelles. Mais l'objectif premier, c'est la prévention, parce qu'une mauvaise publicité, celle qui pourrait choquer, heurter, fait du mal pour toute la publicité. Celle qui serait mensongère va faire du mal pour toute la publicité. Donc il faut éviter au maximum avant, si ce n'est pas possible, et c'est évident avec la multiplicité des chaînes de télévision, la multiplicité de l'Internet, etc. Il faut mettre en place des systèmes de vigie dès la diffusion, et surtout, ce qui a été mis en place partout dans les pays, et ça fait partie du cadre de l'Alliance européenne, mettre en place une instance de réclamation, là encore financée par les professionnels, une instance indépendante des professionnels, comme des associations d'ailleurs, et a fortiori des pouvoirs publics, qui va examiner les plaintes des consommateurs sur les publicités, ce qu'on appelle donc un jury, qui est plutôt une traduction presque du mot britannique, le jury déontologie publicitaire. Donc de l'amont comme de l'aval, mais avant tout, évitons justement d'être en difficulté et de forcer finalement le législateur à renforcer le cadre, parce que s'il réagit le législateur, c'est souvent parce que le tamis de la raquette a été un peu trop souple, et que, évidemment, la population s'est plainte, et dans ces cas-là, il renforce, il tend de plus en plus la raquette, et c'est là où les problématiques de créativité deviennent de plus en plus difficiles. Et il ne faut jamais oublier, comme ça a été dit en préambule, qu'évidemment la créativité, c'est l'efficacité. Donc c'est la rentabilité de l'investissement publicitaire. Donc on n'oublie jamais qu'évidemment, déjà on ne vit que des cotisations de nos adhérents, qui sont que les professionnels, mais aussi que ces cotisations sont même dépendantes que les campagnes fonctionnent, que ça marche, que les clients comprennent, achètent, adhèrent, que la notoriété de la marque progresse. Et c'est tous ces objectifs mis ensemble qui font que les professionnels ont eu deux objectifs. Alors, chez nous, dès 1935, vieille institution, qui a été de protéger le consommateur, parce qu'il ne fallait pas lui mentir, sinon il n'aurait plus confiance dans le marketing, et aussi assurer une concurrence loyale entre les acteurs. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, s'il n'y a aucune règle, évidemment, on l'a un peu entendu, on file vers la trash, comme on dit, donc, ou le mensonger, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a un socle de règles partagées, qui est le minimum que tout le monde doit avoir, et à partir de là, que le meilleur gagne, que les plus créatifs s'expriment, que les plus drôles, etc. Mais il y a ce socle qui est cette ligne rouge, ce cadre à ne pas dépasser. Merci. Merci. Tu as soulevé un point qui n'a pas été suffisamment approfondi tout à l'heure, faute de temps, par rapport à la régulation des médias. C'est les moyens dont l'outil de régulation doit disposer. Tu as parlé de 24 personnes qui travaillent à plein temps. Nous, on sait que le CSA monitore l'ensemble des médias, 24 heures sur 24. Tout ça, c'est de la logistique. Tout ça, c'est du temps, des moyens humains. Et on sent bien que, on espère en tout cas que les pouvoirs publics en Tunisie ont anticipé suffisamment sur ça. Et en Tunisie encore, on n'a pas encore réfléchi sur les moyens de contrôler la publicité dans son contenu par le monitoring en direct, live si j'ose dire. Alors, Luca, tu as vécu le 14 janvier. Oui. Tu as eu peur ou pas peur pour ton métier. Est-ce que, pour toi, le 14 janvier est une opportunité ou un risque sur le métier d'agence de com dans un pays comme la Tunisie? Bon, c'est une belle question. Oui, j'ai vécu le 14 janvier, j'étais là, non, j'ai pas eu peur personnellement. L'agence a bien réagi, je dirais tout de suite. Tout le monde avait très envie de revenir au travail. Je crois qu'on s'est absenté juste le vendredi. Et à partir de lundi, tout le monde était à l'agence, on faisait des horaires
Et je pense que c'est là où j'ai eu la réponse justement à ta question, qui m'a travaillé pas plus que le week-end. C'est-à-dire, j'ai vu dans l'envie que mes collaborateurs avaient de faire avancer les choses, qu'effectivement, il n'y avait pas de raison d'avoir peur, parce que tout le monde avait très envie d'aller en avant et faire de cette opportunité quelque chose d'extraordinaire. Donc, à partir de lundi, on s'est remis au travail et je crois que là, tout le monde était un peu dépaysé, disait bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'on pourra réellement dire tout ce qu'on pense? Parce qu'on avait eu quelques avant-goûts, mais c'est difficile après 23 ans s'habituer à la liberté aussi. Donc, au fil des semaines, je me suis rendu compte qu'il y avait certainement une posture différente à prendre par rapport au marché, par rapport aux consommateurs, par rapport à la situation contextuelle. Nous avons lancé des études très intéressantes. On a fait appel à Young & Rubicam pour avoir des case studies qui venaient un peu de partout dans le monde, parce que la situation qui a traversé la Tunisie, elle n'est pas forcément trop différente à celle d'autres pays où des événements aussi traumatiques se sont passés, dans le bien aussi que dans le mal. Et là, on a découvert qu'il y avait plein de choses en commun qui traversaient l'esprit des consommateurs et des phénomènes qui allaient se produire au niveau des entreprises. Et donc, on a pris conscience à ce moment-là qu'il y avait un moyen de faire et on a commencé à travailler. Donc, très bien, merci. Afifa, liberté chérie, comme dirait le poète, et responsabilité. Makane, qui est le stratège reconnu dans le secteur de la com, à quoi ça lui fait dans un pays comme la Tunisie, notre expérience? Pour moi, liberté et responsabilité sont indissociables. Donc, on ne peut pas aujourd'hui venir faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, sans pour autant être, comme a bien précisé, sous un cadre légal. Pourquoi légal? Parce qu'il n'y a que la loi qui peut définir les grandes lignes de tout ce qui est public, comme par exemple les valeurs fondamentales d'une société. Par rapport aux publicitaires, je pense qu'aujourd'hui en Tunisie, on est assez, les publicitaires bien sûr, on est assez sensible et conscient qu'au niveau liberté et responsabilité, ils vont ensemble. On ne peut pas, c'est-à-dire, on ne peut pas revendiquer quoi que ce soit sans pour autant revenir à des règles précises. Malheureusement, parfois les règles ne sont pas adaptables sur le terrain par rapport à la réalité. Et là, il y a un effort à faire par rapport aux publicitaires, ce qu'on appelle la déontologie et l'éthique. D'ailleurs, au niveau pratique, je pense qu'on peut appeler ça autodiscipline. La bonne nouvelle, c'est au niveau SAPA, on est en train de lancer la charte de la publicité. Donc, on a commencé à travailler dessus parce qu'aujourd'hui, et par rapport aux diverses agences de publicité, il y a une volonté de travailler ensemble en premier lieu et non de se concurrencer. Donc on a réussi à se mettre plus ou moins 70% des agences de publicité autour d'une table afin de commencer à préparer une charte tunisienne, 100% tunisienne, avec un cabinet d'avocats. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est bien. Alors, que dire quand on est la 17e agence mondiale, au niveau mondial, à avoir autant eu de prix en un an, Ogilvy MEMAC Tunis, label, dont le fondateur Ogilvy, qui a pour Dieu, si j'ose dire, la marque, toujours la marque, et qui, en fait, le bureau de Tunis a fait une campagne, ou deux campagnes, ou plusieurs campagnes à vocation citoyenne, dont la plus connue, que vous connaissez tous certainement, la campagne Ben Ali Jah,
qui a eu plusieurs prix au niveau international. Qu'est-ce que ça t'inspire, liberté et responsabilité? Merci Hassan de l'invitation. Merci du sujet parce qu'en fait on touche à un sujet assez fondamental de notre métier. Alors moi je vais un peu m'éloigner de l'aspect déontologique qui est effectivement nécessaire. L'organisation de l'autodiscipline, c'est quelque chose qui est inhérente à l'organisation d'un métier mature, d'un métier responsable. Moi j'ai essayé de réfléchir du point de vue du publicitaire pur, ce que ça a inspiré. La créativité publicitaire en démocratie et le dilemme entre droit à la liberté et le devoir de responsabilité. Et j'ai trouvé que c'était un sujet très intéressant. Donc je me suis un petit peu comme ça laissé aller à mes pensées et que je vais partager donc avec vous. Alors au départ, je pense qu'il n'y a pas de... Sans liberté de penser, il ne peut pas y avoir de publicité créative. Sans liberté d'agir, il ne peut pas y avoir de publicité effective. Et en fait, on a besoin des deux. Une vraie publicité, d'abord créative et aussi effective. Et en fait, précisément, dans les 2 dernières décennies du régime précédent, justement, les Tunisiens, à part quelques happy few, étaient justement à la fois privés de liberté de penser et privés de liberté d'agir. C'est exactement la description, à mon sens, des 2 dernières décennies, alors que le potentiel tunisien était là. Pour autant, est-ce que ça veut dire que durant les 2 dernières décennies, la publicité en Tunisie n'a pas pu être créative? Eh bien, je vais vous étonner, la réponse est non, on a pu être créatif. Alors comment ça a été possible, ça, d'être à la fois créatif dans une dictature? Eh bien, figurez-vous que pour moi, précisément en publicité, on était en démocratie. C'est le seul domaine où on était en démocratie. Pourquoi? Parce que la seule liberté que le régime précédent nous avait accordée, c'était la liberté de consommer. Et même, je dirais même que l'ancien régime disait consommer jusqu'à l'épuisement, ne vous occupez pas d'autre chose, mais consommez. Mais d'une certaine façon, nous publicitaires, on y a vu une fenêtre de tir parce que finalement, c'était les règles de la démocratie qui dès lors s'appliquaient. Puisque ce qui était en fait refusé aux citoyens était accordé aux consommateurs. Et dès lors, ce qu'ont fait les marques, elles l'ont bien compris, ça a été les premiers à comprendre qu'en fait, en démocratie, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, dans le cadre du marketing? Le consommateur, en fait, il était libre de choisir entre différentes marques. Personne ne pouvait les contraindre. Il ne pouvait être obligé d'acquérir aucun produit plutôt qu'un autre si ce n'était son pouvoir d'achat qui le limitait. Il a donc fallu le séduire, le convaincre, l'informer, et plus précisément depuis la révolution numérique, pas la révolution du 14, mais la révolution numérique, interagir avec lui. Et donc d'une certaine façon, ce sont les règles fondamentales d'un début de démocratie, parce que vous devez convaincre, et donc et vous avez le choix. Et ça, c'est ce que nous avions dans le secteur de la publicité, puisque nous avions affaire à des marques concurrentes. Et en fait, à mon sens, la seule liberté, la seule limite à la créativité, en fait, c'est le consommateur qui l'a posée. C'est lui qui en a défini les contours. Et non le gouvernement ou les autorités, fort heureusement pour nous, publicitaires. Donc ça, c'est le premier constat sur les 2 décennies qui viennent de s'écouler. Nous étions dans une démocratie extrêmement cantonnée, mais en tout cas, nous étions tenus aux mêmes règles qu'une démocratie dans notre métier. En fait, qu'est-ce qui s'est passé de plus depuis le 14 janvier? Pour moi, et en particulier en création publicitaire, eh bien évidemment, avec la liberté totale nouvellement retrouvée, ce qui s'est passé, c'est que des champs nouveaux, des champs nouveaux d'exploration se sont ouverts à nous. Et en fait, notamment, le fait qu'aujourd'hui en Tunisie, mais ce n'est pas qu'en Tunisie, c'est vrai dans la plupart des pays du monde, en fait, les consommateurs attendent aujourd'hui des marques qu'elles rendent le monde meilleur. C'est aujourd'hui la tendance dans le monde entier. Et c'est encore plus vrai chez nous. En fait, elles demandent aux marques qu'elles aient un point de vue, qu'elles soient engagées, qu'elles soient transparentes, qu'elles soient utiles à la société. C'est ce qu'on appelle en anglais l'empowerment du consommateur. Aujourd'hui, le consommateur est demandeur, et encore plus depuis la révolution numérique, de ça.
Et en fait, on se rend compte très vite, dans ce que je viens de vous citer, qu'on est carrément dans le champ politique. En fait, les marques, désormais, doivent agir en marketing comme on s'attend à ce que des élus agissent en politique. Je vous rappelle qu'elles s'attendent à ce que les marques aient un point de vue, qu'elles soient engagées, qu'elles soient transparentes, utiles à la société, qu'elles rendent le monde meilleur. Et en fait, c'est ce qu'on attend des politiciens, idéalement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, heureusement pour nous autres Tunisiens, on a fait la révolution à temps, sinon on aurait été largués de ce train, et on n'aurait pas pu y aller. Pourquoi? Parce que les marques, durant l'Ancien Régime, ne pouvaient pas investir ce domaine-là de l'utilité publique. Et donc, c'est arrivé à un bon moment pour que les marques puissent investir également ce champ nouveau, et nous avons été un acteur de ça. Et finalement, c'est aux publicitaires de servir, à mon sens, ce nouveau dessin des marques et cette nouvelle attente des consommateurs. Mais pour revenir à la question fondamentale, et en guise de conclusion, est-ce que la liberté, elle aide à la créativité? Bien sûr, 3 fois bien sûr. Parce que, en fait, en mon sens, plus on repousse les limites d'une idée, plus on l'améliore, plus on la rend créative. Et à la question de comment équilibrer, quel équilibre concéder entre droit à la liberté et devoir de responsabilité, eh bien, pour moi, la limite restera toujours le consommateur ou le citoyen à qui on doit délivrer un message. C'est lui qui fixe les limites, à mon sens. Mais attention, les limites du consommateur ne sont pas toujours celles qu'on croit. À mon avis, toujours, mon grand respect pour le consommateur ou le citoyen, il est bien plus intelligent qu'on ne le croit, il est bien plus drôle qu'on ne le croit, il est bien plus, même vif, que certaines personnes, marques, aiment à le penser, et parfois même certains publicitaires. Et c'est ce qui est un peu plus dommage encore. Donc pour moi, les limites à la créativité, à la liberté publicitaire, sont celles qu'on s'est soi-même fixées. Alors, dernière chose, j'invite, s'il reste 2-3, parce que je crois qu'il n'y en a plus, les annonceurs dans cette salle, je les invite à choisir des publicitaires libres. Si, il y en a. Tant mieux, super. Je les invite activement à choisir des publicitaires libres de penser et libres d'agir, parce que c'est que comme ça qu'ils auront des publicités créatives et effectives. Merci. Sarah, je voudrais poser la question à Afif, parce que je le sais. C'est faussement naïf comme question. Dans l'histoire de ton parcours, est-ce qu'il y a eu des campagnes publicitaires qui ont été ou arrêtées ou mal acceptées? Et quelle était votre réaction par rapport à cela? Parce que Céline a bien expliqué que finalement, dans le scope de travail qu'on donne à un créatif, c'est de tenir compte de son environnement et donc la notion de créativité n'est pas corrélée au fait qu'on n'avait pas le droit de tout dire. C'est qu'on inventait quand même, on créait quand même, mais dans ce cadre-là. En fait, c'est l'interprétation de la publicité qui pousse X ou Y à arrêter ou à stopper une publicité. Je crois que tu parles d'une marque... oui, marque de chocolat. Au fait, on a lancé une publicité basée sur une étude du consommateur, de la cible bien précise. On a même fait le pré-test et le post-test du spot télé. Et au bout d'une semaine, même pas d'une semaine, au bout de 3 jours, on nous a demandé d'arrêter cette publicité parce qu'il y a eu des plaintes par rapport à des grossistes qui ont refusé d'acheter cette marque suite à cette pub. Donc, cette pub suggestive sur le lien entre le chocolat et le plaisir. C'est le client, bien sûr, parce que le client, il a reçu des plaintes de ces grossistes par rapport, les grossistes ont été, entre guillemets, choqués par rapport à cette pub. Donc, très bien. Est-ce que Stéphane, qu'est-ce que ça t'inspire cela? C'est-à-dire qu'en fait, le client, de lui-même, en recevant quelques courriers et remontées terrain des grossistes, il a arrêté sa campagne malgré les frais financiers que ça a eu. Par contre, j'insiste sur le fait qu'il a félicité l'agence par rapport au travail. Lui-même, il a été, comment dirais-je, il a accepté, il a adhéré à cette pub, mais bon, ça va toucher économiquement aussi son business. Exactement.
Voilà, je crois que la réponse a été dite. Il a dû faire un choix cruel, mais il a fait un choix business plus que finalement un choix sur sa campagne. Mais c'est la difficulté que la publicité, a fortiori en télévision, c'est qu'elle touche tous les publics. Et elle touche aussi les publics internes. Parfois, vous pouvez aussi surprendre vos propres salariés, par exemple, parce que elle vise une cible plus pointue et elle veut, là, dans ce cas précis, aussi heurter des intermédiaires qui sont des clients, certes, importants pour l'entreprise, mais qui ne sont finalement pas les clients finaux. Et donc, c'est un peu pour cela, et ça existe toujours, que c'est pour ça qu'en télévision particulièrement, dans beaucoup de pays, a été mis en place un système de visionnage avant diffusion, en fait, qui est une sorte de tiers. On a connu malheureusement ça. Oui, mais qui est celui confié à l'autodiscipline. C'est pas celui confié à une chaîne ou même à un CSA ou à l'autorité publique. C'est à partir des règles professionnelles et l'établissement d'une doctrine commune et communément partagée entre les publicitaires que là je suis sûr qu'il n'y avait pas forcément grand chose de très choquant. D'ailleurs j'imagine que le post-test ne révélait pas beaucoup, c'était un peu osé, mais pour le produit alimentaire plaisir c'était acceptable, mais après donc il y a le tiers, un peu de confiance, celui qui appartient à la profession tout en étant un peu détaché. Vous retrouvez ça au Royaume-Uni, vous retrouvez ça dans beaucoup de pays, permet souvent d'être justement ce tampon et de pouvoir revenir vers le client en disant non, ça respecte les règles, il n'y a pas forcément une plainte, ça respecte les règles. Mais là, il y a eu un choix strictement business de l'entreprise. On ne peut pas non plus lui jeter la pierre. C'est quand même, il a investi dans une publicité, a priori pour vendre. Donc, s'il n'accède même plus au client final, il était obligé de faire machine arrière. Mais encore une fois, cette moralisation, on risque de la vivre à notre dépens parce qu'il n'y a pas de limite à l'aspect moral, parce qu'on veut toujours plus. Il faut essayer de le codifier, justement. Oui. Luca, quand on dit liberté, responsabilité, c'est les mamelles, tout à l'heure j'ai dit que c'était les mamelles de la citoyenneté. Vous avez eu à développer la campagne Easy. C'est une expérience citoyenne aussi. Qu'est-ce que vous en tirez et en quoi le métier de créatif publicitaire a été épanoui ou pas dans l'élaboration de cette campagne, dans le cadre de notre vie actuelle, liberté conquise, mais peut-être elle peut s'arrêter un jour. Bon, devant, espérons que ça ne s'arrête pas. C'était une très grande expérience, effectivement, pour sa taille et pour sa signification, évidemment. Il amenait en soi une symbolique qui était celle des premières élections libres de Tunisie. Donc, effectivement, il y avait beaucoup de difficultés et beaucoup de plaisir en même temps. La première difficulté, c'était convaincre les gens, effectivement, qu'on allait avoir des élections vraies, où le gagnant sera celui qui a été choisi par le peuple et non pas décidé avant. Donc, et ça, c'était un défi vraiment très grand parce que les gens ils ne croyaient pas beaucoup. Et je dirais que certaines ne croyaient pas du tout. C'est-à-dire qu'ils pensaient que tout était quand même décidé à l'avance et que ça n'était pas possible. Donc déjà, convaincre les gens qu'il soit possible, c'était pas évident. La difficulté ultérieure est qu'il y avait deux phases. La première phase, c'était l'inscription dans les listes électorales, parce que les listes électorales, si on se rappelle, ils étaient tachés plein d'inexactitudes, je dirais. Il y avait, je ne sais pas combien de centaines de milliers de morts qui étaient encore inscrits dans les listes électorales. Donc il y avait tout un travail de préparation et on devait convaincre les gens à aller s'inscrire. Chose qui n'était pas évidente. Effectivement, à ce moment-là, on se posait beaucoup de questions. Le taux d'inscription était entre 25 et 30%, ce qui n'était pas très fort, très élevé. Comment l'expliquer?
Personnellement, je n'ai pas une explication claire. Ouais. Je pense que le taux d'inscription n'était pas très fort aussi parce que les gens ne croyaient pas réellement. Je crois que les partis politiques n'ont pas, à cette époque-là, fait vraiment bien leur travail. Donc je crois qu'il y a eu beaucoup plus de discussions que d'éducation. C'était un moment où on devait expliquer aux gens effectivement qu'est-ce que ça veut dire être citoyen à part entière, être un électeur. En tout cas, à la fin, il y avait 50% d'abstention. Qu'est-ce que tu en penses, Céline? Pourquoi les gens ne sont pas allés en masse s'inscrire malgré une campagne très forte et très persuasive? Il faut se rendre compte que, on le sait ça en marketing, encore une fois, dans l'expérience de la consommation, mais pour moi il y a un parallèle extrême entre un consommateur et un citoyen. En fait, la chose la plus difficile, c'est la pédagogie de l'usage. Convaincre d'acheter une marque plutôt qu'un autre, c'est rien du tout, à côté de convaincre de changer d'habitude de consommation. Et ça, c'est un travail qui nécessite des outils et des leviers autrement plus complexes. Quand on le transpose à la citoyenneté, rendez-vous compte, 50 ans de gens qui n'ont jamais voté de leur vie, 50 ans de gens qui a toujours été décidé pour eux. Donc il est impossible, en un coup, de convaincre et de changer des comportements du tout au tout en une seule fois. Donc, ce qu'il faut, c'est d'abord accepter l'idée que c'est un processus, le changement. D'ailleurs, c'est valable pour la politique aussi, mais il n'y a pas assez de gens pour l'expliquer, malheureusement. Un changement de comportement, c'est un processus. Ça ne se passe pas, on était dans une attitude A et on devient une attitude B. Non, c'est A, A1, A2, A3, A4, A jusqu'à B. Et donc, en fait, à partir du moment où on comprend que c'est un processus, on accepte l'idée qu'il est plus long qu'un simple moment où on change. Et donc, je pense que la Tunisie ne pouvait pas faire mieux dans le contexte qui était le sien, parce que pour pouvoir changer des comportements, c'est une conjugaison non seulement de moyens, mais d'outils. Afif, en tant que présidente de la chambre syndicale, et que vous êtes actuellement en gestation, enfin la charte est en gestation, quelles sont les grandes lignes? Quel est le cahier des charges pour votre conseiller juridique pour que justement ce métier-là soit régulé en Tunisie? L'éthique, parce que toutes les agences aujourd'hui, les professionnels de la pub doivent ramener le volet éthique par rapport à leur... Qu'est-ce que vous entendez par éthique? Parce que chacun peut l'avoir à son... Déjà éthique, variable. Déjà éthique par rapport au métier publicitaire. Déjà, toute agence qui se respecte, elle a des valeurs qu'elle présente à son équipe et à ses employés, de un, par rapport aux marques qu'elle gère aussi, et surtout par rapport à la concurrence qu'aujourd'hui, l'année 2012, il y a eu énormément d'agences de publicité qui ont souffert par rapport à une certaine éthique d'autres agences, malheureusement. Voilà. Il y a eu des cas de concurrence déloyale, c'est ça? Exactement. Donc, et c'est ce qui nous a poussé. Oui, mais je dirais que d'ailleurs suite à... Pas de dialogue, s'il vous plaît. Suite à l'appel on va pas citer le nom, mais c'est pas grave. J'ai perdu le fil de mon pensée. Non, mais c'est ça, les valeurs, les marques et la concurrence. Voilà, la concurrence déloyale. Donc, il y a eu des cas par rapport à des pitchs qu'il y a eu. Donc, tout simplement, chaque agence doit se défendre, mais en même temps, on veut appeler les annonceurs à bien préparer les pitchs. On ne peut pas pitcher une dizaine d'agences. On ne peut pas faire un cahier de charge et chaque agence, elle vient avec un travail respectable, mais il est jeté à la poubelle. Juste une parenthèse par rapport à ça. Nous, on a appris en France qu'on commence à payer les pitchers. Est-ce que c'est une réalité, Stéphane?
Oui, tout à fait. Il y a une charte entre l'Union des annonceurs et l'Association des agences conseillères. Il y a des annonceurs ici. Qui voilà, a établi. Alors, il y avait déjà eu un début de règles justement pour que tout ça reste dans des limites raisonnables. Concurrence, compétition, pour que le meilleur gagne, mais évidemment de manière loyale. Et donc, c'est les deux associations. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des associations fortes dans tous les métiers et représentatives. C'est justement parce que elles permettent justement d'arriver à ces échanges. Alors, et j'ai pas répondu tout à l'heure aussi sur la dimension achat d'espace, parce que c'est pas vraiment la mission de l'ARP, mais ça passe aussi soit par une loi dite loi Sapin, qui est que franco-française, mais dans chaque pays il y a des réflexions de la même nature, mais en tout cas qui rendent transparent aussi du point de vue de l'annonceur où va exactement la rémunération, qui est bien un descriptif. Il est important aussi et légitime que l'annonceur sache finalement, surtout quand il est une démarche de soutien aux nouveaux médias dont on a parlé, aux nouvelles chaînes, qui va faire aussi une démarche efficace pour lui, mais aussi citoyenne en investissant dans des nouveaux supports. Il faut effectivement savoir quelle est la somme effectivement versée. Donc c'est ça la transparence, on va dire, qu'on va retrouver dans la loi Sapin. Il n'y a rien d'extraordinaire, sauf que voilà, l'annonceur sait exactement qu'évidemment l'agence, c'est normal, elle a ses honoraires ou elle a éventuellement une commission, etc. Et que le média reçoit X. Voilà. Très bien. Alors, on va faire un tour de table. Luca, mise à niveau du secteur, hisser le secteur dans des nouveaux standards. Quels sont les pas à faire dans l'immédiat? Qu'est-ce que vous entrevoyez comme perspective sur l'immédiat à faire pour que ce secteur, d'abord, soit pérenne et que ce soit une industrie forte dans notre pays, dans cette logique de liberté et responsabilité? Oui, c'est une jolie question. Bon, déjà, qui devient une industrie, avant de devenir une industrie forte, je pense que c'est un premier objectif qu'on pourrait se donner en tant qu'agence, mais aussi, je m'adresse aux annonceurs, parce que je crois qu'il est très important pour eux avoir des agences qui sont fortes, parce qu'être fort, ça veut dire avoir un pouvoir économique qui permet d'avoir des compétences et donc améliorer la qualité dans la communication. Pour faire ça, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. À la base, je crois mettre des règles, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, je veux dénoncer absolument personne, parce que tout le monde a le droit d'exercer jusqu'à quand on sera interdit par une loi, mais aujourd'hui, il y a des différents cas et cadres dans lesquels les agences de communication travaillent. Il y a des agences qui sont agréées par le ministère du Commerce et d'autres qui ne le sont pas. C'est un métier plus ou moins anarchique, donc qu'il soit dans le conseil en communication, qu'il soit dans la gestion des médias, dans la production audiovisuelle, et une partie très importante dans le budget de communication. Je crois que aussi la volonté de créer des règles pour la mesure des taux d'audience et des distributions des journaux, c'était un sujet sur lequel il y a eu récemment une conférence très intéressante et qui évidemment servirait à faire beaucoup plus de clarté sur ce qui réellement se passe. Parce que si on veut professionnaliser, il faut avoir des instruments de mesure qui soient objectifs et qui permet réellement d'avoir une évaluation finale. Je veux dire, si je peux dire je ne me sens pas bien, et après je prends un thermomètre, je mesure et je dis bon, je n'ai pas de fièvre, bien c'est très simple. Donc aujourd'hui, je crois que la première démarche, c'est là de mettre de l'ordre. Je sais que ce n'est pas facile. Parfois, en rigolant, j'ai dit avec certains de mes confrères que c'est un peu à l'image du pays. C'est-à-dire que parfois on pense que c'est mieux là où il n'y a pas trop de clarté et trop de règles, chacun se débrouille un peu mieux. Donc, personnellement, je ne suis pas convaincu. Je sais que ça prendra du temps, mais que nécessairement on devra passer par là. Je ne sais pas si tu veux répondre très bien. Précis que ça. C'est excellent. OJD, anarchie, c'est bon. Règles. Je pose la question à Stéphane.
Donc, est-ce que tu aurais tu te permettrais, permets-toi ce que tu veux, on est en liberté, des conseils à faire parce que vous avez Afifa juste à côté de vous, présidente de la Chambre, les écueils ou les pièges à éviter dans la rédaction de cette charte? J'essaierai de ne pas être la caricature du français arrogant, justement. Je ne donnerai pas de... Vous l'avez cette étiquette, alors tu peux y aller. Voilà, mais justement, j'essaie de la gommer un tout petit peu. Donc, non, je rappellerai justement, et plutôt que... Voilà, c'est vraiment aux professionnels, c'est le principe de l'autodiscipline, c'est que c'est aux professionnels, compte tenu du contexte, de leur culture, etc., de se fédérer ensemble et d'établir ses propres guides, ses propres règles. Après, évidemment, on est toujours plus intelligents tous ensemble, plus il y a de monde. Si vous avez besoin, évidemment, vous pouvez faire appel à une alliance que nous avons confondée au niveau européen, qui s'appelle l'EASA, l'European Advertising Standard Alliance, en français Alliance européenne pour l'éthique en publicité, qui réunit justement tous les organismes d'autodiscipline, pas forcément en France, mais il y en a aussi partout dans le monde, et dont certains, évidemment, ont connu des démarrages finalement comme vous. Je dirais que toute l'Europe de l'Est, il y a 15 ans, a eu les mêmes problématiques, en fait. Sortait d'une dictature communiste et puis a dû se lancer. Les premières années de l'économie de marché ont été anarchiques, et puis finalement, les structures se sont mises en place. Et notre alliance, nous, on va dire vieux SRO, on a été là finalement juste pour être plus un peu tuteur, mais pas du tout pour tenir la main, juste pour être tuteur, pour dire on est déjà passé par là, voilà ce qui existe déjà, il y a déjà énormément d'écrits, voilà, pas forcément pour votre conseil qui rajoute des heures de facturation, puisque beaucoup de choses ont déjà pu être écrites sur certains sujets, et ça, ils existent, ces documents, et je me mets plus à votre disposition que justement donner des conseils. Très bien. Merci, voilà la main tendue. Afifa, vous la prenez ou pas? Moi, ce que je peux rajouter, c'est qu'il n'y a pas de véritable action sans volonté. Donc aujourd'hui, au niveau de la publicité, il y a une volonté de presque toutes les agences sur les grosses boîtes, sur le marché tunisien, pour préparer cette déontologie, ce code, cette charte de déontologie. Voilà. Très bien, très bien. Céline, le mot de la fin, à toi. Alors moi, sur cette question, je vais aborder 2 points. Le premier point, c'est une question effectivement de mise à niveau, en tout cas de compétences d'agence. Je pense qu'il y a eu un très long, dans notre cursus des 25-24 dernières années de présence dans ce métier, il y a eu beaucoup de tcha-tcha-tcha. Alors on va vers l'ouverture, on ne va pas vers l'ouverture. On fait rentrer les étrangers, on ne fait pas rentrer les étrangers. Moi je pense que c'est un faux débat complet et même une guerre perdue d'avance. Moi je vois, on a été une agence locale très longtemps, on est aujourd'hui une multinationale, 100% de pratiquants par de notre personnel est tunisien. Les multinationales ou les réseaux internationaux vous apportent une mise à niveau incontestable, le partage du savoir-faire international dans toutes les pratiques de communication dans un monde extrêmement ouvert et très complexe qui va très vite. Et donc, se fermer à ça, c'est comme s'auto-censurer, c'est stupide. Pour autant, il faut avoir confiance en soi, en ses compétences locales, pour pouvoir hisser, et c'est ça l'objectif, c'est pas faire des étrangers en Tunisie, mais de faire en sorte que les Tunisiens soient au standard international. Et si on a montré modestement la possibilité que des agences tunisiennes puissent briller sur les plus hauts festivals des publicités et de la créativité, ça veut dire que c'est possible. Donc ne pas avoir peur de monter en grade, en compétences grâce à des partenariats internationaux. Il faut avoir confiance en soi. Ça, c'est un premier point, donc la compétence. Le deuxième point, il est plus polémique, et là, moi, je m'adresse aux annonceurs. Je pense qu'on pourra mettre, nous, publicitaires, toute l'éthique qu'on veut dans notre métier. Si on n'a pas en face de nous des annonceurs éthiques, on n'y arrivera pas. Or, aujourd'hui, en Tunisie, ça a été vrai pendant longtemps, tous les annonceurs ne sont pas de la même qualité. Et donc, les annonceurs ont souvent joué entre les agences à coup d'appât et d'avantages financiers ou à coup de justement cassage des prix. Les annonceurs doivent avoir la même éthique que nous. Et donc moi j'invite à ce que l'évolution éthique du secteur ne puisse pas se faire sans l'évolution éthique des annonceurs.
nous allons de pair, nous sommes rien sans eux, mais ils sont aussi rien sans nous. Et donc on ne peut pas rester juste nous tout seuls éthiques, parce qu'il y aura toujours, s'il y a un annonceur pour mettre beaucoup d'argent sur la table, malheureusement il y aura toujours une chance pour le prendre. Voilà. Merci, merci. En fait, les trois panels, pour finir, pour conclure, les trois panels, que ce soit le panel sur la régulation des médias, que ce soit le panel concernant la production TV, que ce soit le panel sur la liberté et la responsabilité dans le domaine de la créativité publicitaire, il y a un mot qui est revenu dans les trois panels d'une manière insistante, c'est le courage de faire et de faire vite. Pour la régulation des médias, on a senti qu'il y avait une volonté de faire vite les textes, non déplaise à Hege, elle est ici présente, mais elle voudrait toujours, elle est perfectionniste, elle veut que les choses soient vraiment bien faites. Que ce soit pour les producteurs TV, cette vision introspective en disant le problème est en nous, c'est à nous de proposer des idées intéressantes, c'est à nous d'agir, c'est à nous d'être audacieux. Et ça, c'est vraiment, cette prise de conscience est intéressante à prospecter. Et puis là, les agences de com prouvent par leur déclaration là à l'instant que le besoin aujourd'hui est de travailler sur eux-mêmes, sur leur éthique, sur la déontologie et sur leur capacité créative pour bousculer les lignes, pour donner des nouveaux standards à ce métier qui fait travailler plus de 5000 personnes en Tunisie. On ne dira pas assez. Merci pour les panélistes. Ne croyez pas que la salle était vidée du moins par rapport aux deux autres panels, parce qu'il y a des journalistes et surtout tout est enregistré. Donc il y aura un écho largement numérisé, réseaux sociaux, dans tout ce que vous avez dit. Il y aura des coupures de ce que vous avez dit et votre voix va aller loin, très loin. Merci beaucoup. Merci pour votre patience. Je remercie beaucoup mes équipes, les équipes Sigma, qui sont là, qui ont été patients, qui m'ont aidé, qui nous ont aidés à faire que cet Open Sigma soit, à notre sens, encore une réussite. Je remercie ma famille qui est là, mes petites qui sont là. Merci et à bientôt.